Bonjour à tous, merci à Stéphane d'abord et plus particulièrement à Christine Ranke pour l'invitation qu'elle nous a lancée à Geneviève Bernard-Barbeau et à moi-même de venir présenter notre travail sur les tweets à caractère haineux. Dans sa présentation, Mme Ranke a mentionné, oui, que j'avais pas mal travaillé sur la violence verbale, tout particulièrement à la radio. Et Geneviève a aussi travaillé sur des sujets apparentés, en particulier sur le Québec bashing. Donc, on avait toutes les deux une expérience du travail sur des énoncés qu'on pourrait considérer comme un peu limites, tous, mais même très, très limites parfois. Et donc, on avait envie de travailler ensemble sur la menace. C'est un travail, le travail qu'on présente aujourd'hui, c'est un travail qu'on a fait ensemble depuis peut-être 2 ans. Et il y avait un troisième membre à notre équipe, c'est Francis Fortin, dont le nom apparaît là, et qui est prof à l'Université de Montréal, à l'école de criminologie. Et lui aussi s'intéresse toujours beaucoup à la menace. Donc, les tweets à caractère haineux, je peux me lancer dans une définition du discours haineux, parce qu'on serait encore là tous demain matin sans avoir de définition très claire. Mais disons qu'on s'entend un peu sur, je vais le définir de manière un peu plus précise tout à l'heure, on s'entend sur ce qu'on peut imaginer comme étant un tweet haineux. Pourquoi on avait envie de s'intéresser au tweet? Parce que, bien sûr, je n'apprends rien à personne en disant que l'essor des réseaux sociaux a généré un foisonnement de discours brefs. Le tweet en est un bon exemple, il y en a d'autres, mais le tweet en est un bon exemple. Et qui dit brièveté dit assez souvent manque de nuances. Ce sont aussi des discours pour lesquels il est difficile de statuer sur leur valeur pragmatique parce qu'ils ressemblent à de l'oral, sans en être vraiment. Ils sont écrits dans la spontanéité, dans l'élan. Donc, c'est des caractéristiques qui s'apparentent à l'oral, mais c'est de l'écrit quand même. Et puis, bien sûr, l'anonymat des auteurs et l'ampleur de la circulation peuvent être des facteurs d'accroissement de la violence verbale qui est générée par ces discours-là. Alors, par ailleurs, on a ces tweets-là et puis on a des veilleurs dans de nombreuses institutions, notamment dans la police. C'est-à-dire que maintenant, la plupart des organisations policières ont à leur service des employés qui sont chargés de faire de la veille médiatique, donc de surveiller un peu les tweets, pas que les tweets, mais notamment les tweets. Et ils ont, bien sûr, ils ne peuvent pas tout regarder, tout voir, clairement. Ils ont des logiciels qui les aident, des logiciels qui fonctionnent en repérant des mots-clés dans les messages. Et quand les messages contiennent certains mots-clés, ils sont regardés par un œil humain. Donc, les veilleurs, ils regardent ces messages-là qui ont été identifiés au préalable comme étant susceptibles d'être dangereux, entre guillemets, à cause d'un logiciel de recherche de mots-clés. Alors, le veilleur examine le message. S'il le juge dangereux, inquiétant, il y aura une enquête. Alors, la plupart des travaux menés sur ce sujet-là, il y en a un certain nombre, visent à améliorer les algorithmes permettant de réduire efficacement le nombre de messages à traiter manuellement. Je n'ai pas d'adverbe pour l'œil. Ils font ça avec leurs yeux, mais on dit manuellement. Donc, ce n'est pas des travaux qui ont été faits par des linguistes. Très, très rarement. C'est des travaux qui sont faits par des informaticiens. Et puis l'idée, c'est une espèce de fantasme qu'un jour, on va avoir un logiciel assez bon pour détecter les messages dangereux, puis on n'aura plus besoin d'humains pour les regarder. Mais pour l'instant, il y a quand même des messages qui sont regardés manuellement et on ignore ce qui détermine un veilleur
à intervenir ou pas à la lecture de tel ou tel message. Et c'est sur cette question-là qu'on a fondé notre travail. Ça nous intriguait, cette question-là, de savoir, mais oui, mais devant un message, ils en regardent plusieurs. Pourquoi celui-là, on estime qu'il faut enquêter, puis pas celui d'à côté? Donc, nos questions de recherche sont les suivantes. Les veilleurs que je qualifierais de professionnels, c'est-à-dire ceux qui sont à l'emploi d'institutions policières, est-ce qu'ils évaluent le message différemment de nous, les citoyens ordinaires? C'est-à-dire que moi, quand je lis des tweets, il y en a qui m'énervent, il y en a que je trouve inquiétants. Est-ce que c'est les mêmes que ceux que trouvent inquiétants les veilleurs de la police? Donc ça, c'était notre première question. Puis notre deuxième question, outre les mots-clés qui sont déjà trouvés par le logiciel automatiquement, quels sont les éléments du message qui incitent les veilleurs à poursuivre l'investigation après sa lecture? Donc, c'était nos deux questions de recherche. Et pour y répondre, on a eu l'idée d'imaginer un test de perception du danger, je le mets entre guillemets, représenté par un tweet. Alors, quelques mots sur notre cadre théorique. Nous sommes des analystes de discours. Ça veut dire qu'on fait de l'analyse de contenu, mais on est des linguistes, donc il n'y a pas que le contenu qui nous intéresse, la forme nous intéresse aussi grandement. Donc on regarde le lexique, on regarde les temps verbaux, par exemple, entre autres éléments, mais on ne considère absolument pas que le langage est un véhicule transparent des idées. Donc la forme qu'on donne au message, c'est important pour nous. On a puisé aussi d'autres éléments théoriques en sémantique, notamment en grammaire des cas, dans la sémantique des cadres. Filmo est l'initiateur de tout ce courant-là. Vous voyez que j'ai donné des références anciennes, mais parce que j'ai voulu donner les premières références là-dedans. Théorie des actes de langage, bien sûr, parce que c'est aussi un de nos credos théoriques. Pour nous, la parole est action. Quand on parle, on agit notamment sur autrui. Donc, parler, c'est agir. On ne voit pas que d'un côté, il y a la parole et de l'autre côté, il y a l'action. Parler, c'est agir. Bon, le tweet menaçant, le tweet dangereux, qu'est-ce qu'une menace? Parce qu'il faut bien se mettre un peu dans la peau des veilleurs à l'emploi des institutions policières. Eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à empêcher un certain mal de se produire. Un mal au sens large. Empêcher un attentat, empêcher un assassinat, empêcher des choses du genre. Donc, dans l'idéal, on voudrait que ces choses funestes ne se produisent pas, puis si on peut les empêcher, tant mieux. Donc, on a adopté une certaine définition de la menace au fin du test de perception. Et donc, la menace, on la définit comme suit: expression d'une intention ou d'un désir de causer la mort, d'infliger des lésions corporelles à une personne ou un animal, ou de détruire ce qui appartient à une ou plusieurs personnes. Ce n'est pas une définition qu'on a inventée. C'est une définition qui est très proche de la définition de l'infraction de menace au code criminel canadien. Ce qui ressort, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, ce qui ressort de cette définition-là, c'est qu'il est question d'un mal annoncé. Ce qui fait la menace, c'est qu'on annonce un certain mal. Il va se produire telle chose. Je vais t'étrangler. Je vais faire sauter la baraque, Donc, il y a un mal annoncé. Alors, la menace est-elle un acte de langage, le seul acte de langage au moyen duquel on annonce un mal? La réponse est clairement non. Parce que, oui, il y a l'annonce d'un mal, mais il y a qui est l'agent de ce mal, et ça différencie un certain nombre d'actes de langage qui sont d'une même famille, la famille des actes de langage qui consiste à annoncer un mal. Mais suivant l'auteur du mal ou l'agent du mal, bien, on va avoir des actes un peu différents. Clairement, si un mal est annoncé par son agent, si quelqu'un dit, par exemple, c'est ce qu'on a à la colonne de gauche,
en gros, quelque chose qui serait paraphrasable par « je vais te faire du mal » ou « je vais faire du mal », le locuteur est l'agent, c'est-à-dire que celui qui annonce le mal en est aussi l'agent, et là, on est clairement dans l'acte de menace. Mais on pourrait aussi avoir un mal annoncé, c'est ce qu'on a dans la colonne du milieu, un mal annoncé dont l'agent serait un tiers, mais à la demande du locuteur. Quelque chose qui serait paraphrasable par « je veux que quelqu'un te fasse du mal ». Ça ne sera pas moi, mais je veux que quelqu'un le fasse. Là, on serait plutôt dans un acte qui s'apparenterait à l'incitation à. Et puis, on a aussi, autre membre de la famille, l'acte de maudire. La malédiction, dans le cas de la malédiction, il y a aussi question d'un mal annoncé, mais l'agent est indéterminé ou inexistant. Si je dis « je souhaite que tu meurs », on meurt tout seul, hein? La mort arrive toute seule, il n'y a pas d'agent de la mort, donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'agent. Ou l'agent peut être tout à fait indéterminé, avec des choses qui ressembleraient à... En tout cas, j'espère qu'un jour, quelqu'un va te régler ton compte. Je ne peux pas dire que j'incite quelqu'un à te régler ton compte, mais donc il y aura un agent pour ce mal, mais cet agent est tout à fait indéterminé. Donc ça, ces trois actes-là, ils font vraiment partie de la famille du mal annoncé. Et puis, on s'est senti obligé de considérer une petite cousine de la famille, qui est l'acte de dire du mal de. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un mal annoncé, simplement l'expression d'une opinion haineuse. C'est toujours des messages qui sont paraphrasables par « telle personne est », et là, une chose, on ajoute un qualificatif pas très sympa. Donc, on se disait que ces actes-là, on allait... c'est-à-dire qu'on se disait que les tweets qui allaient être examinés par les veilleurs des institutions policières, probablement qui sont variés du point de vue de l'acte accompli, du point de vue de l'acte de langage, et puis qu'on retrouverait un peu tout ça là-dedans. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on faisait. Alors, notre test de perception, on a fait un test de perception en 2 ans. Je vais y revenir à ces histoires de mal annoncé. On a fait un test de perception en 2 temps. On a on a construit le test de perception. Je vais décrire la manière dont on l'a fait tout à l'heure. Mais on l'a administré à un premier groupe de veilleurs professionnels à l'emploi d'institutions policières, Sûreté du Québec, Service de police de la Ville de Montréal, Service de police de la Ville de Québec, Gendarmerie royale du Canada. Donc, 37 sujets, 22 hommes, 15 femmes, vous voyez leur âge, et c'est des gens qui sont des employés civils ou des gens qui ont une formation de policiers ou qui sont des gestionnaires policiers, et donc tous à l'emploi d'une institution policière. Dans un deuxième temps, on a également fait passer le même test à un groupe de citoyens ordinaires que nous avons recrutés à l'université. Donc, 51 sujets. Vous voyez la distribution par genre, par âge. Tous étaient étudiants à l'université dans de nombreuses disciplines, mais évidemment, linguistique exclue. On n'acceptait pas les étudiants en linguistique. Bon, on a donc... Notre test de perception consistait à faire évaluer la perception de danger ou de l'inquiétude que pourrait susciter un certain nombre de tweets. Alors, les tweets qu'on a soumis à l'évaluation de nos sujets sont au nombre de 46. Disons qu'ils... Je parlais tout à l'heure de la difficulté de vraiment définir des tweets haineux. En fait, c'est des tweets qui évoquent presque tous un mal susceptible de se produire et tous contiennent au moins un mot sensible. Alors, une petite précision sur cette fameuse liste de mots-clés. Ce sont des listes qui sont confidentielles, donc on n'y a pas eu accès. Mais on se doute quand même de ce qu'il y a sur la liste, là, des mots comme tuer, bombe, etc. C'est certainement des mots sensibles. Donc, les tweets qu'on a retenus, on en avait, notre collègue de criminologie en avait une banque de plusieurs centaines. Et on est allé un peu, pas au hasard, mais en essayant de retenir, on avait des critères là, que je m'apprête à donner, mais tous évoquent un certain mal susceptible de se produire, tous contiennent au moins un mot sensible.
Tous sont des manifestations, disons, de colère, de haine ou genre d'émotions semblables. Tous étaient rédigés en français parce que nos sujets avaient le français pour langue maternelle. On se disait que ça serait plus simple parce que c'est difficile d'évaluer la compétence en anglais de l'ensemble des sujets. On a retenu des tweets qui présentaient une bonne autonomie de contenu, c'est-à-dire qu'on peut les lire puis comprendre de quoi il est question sans être obligé de remonter le fil. Sinon, c'était un peu compliqué. Donc, il fallait qu'ils présentent cette autonomie de contenu. Ça aussi, ça en éliminait plusieurs de la banque. On a éliminé aussi des tweets dont la cible du mal donnait à penser que ça se passait loin du Québec. Parce qu'on se disait, nos veilleurs policiers, qu'on veuille assassiner le président de la France, et de toute manière, c'est pas dans leur juridiction. Ils vont peut-être s'en foutre un peu. Peut-être que ça va faire une différence sur leur évaluation du danger. Donc, on a gardé des cibles près d'ici, ou en tout cas, soit on ne pouvait pas le savoir, mais on ne pouvait pas penser que ça se passait loin d'ici. On a gardé des messages, on a constitué un corpus de messages qui présentait une bonne variété de styles et de niveau du détail de ce mal annoncé, notamment en ce qui a trait aux indications temporelles. Parfois, il y en avait, parfois, il n'y en avait pas. Ça va se passer demain ou ça va se passer un jour. Par rapport aux indications spatiales, ça va se passer le mal dans un certain lieu ou aucune indication là-dessus. Aux indications du moyen utilisé pour faire le mal, est-ce qu'on parle d'une arme, est-ce qu'on parle d'une bombe ou on ne mentionne pas ça. À la présence de majuscules, de qualifications péjoratives, de jurons qui sont des intensificateurs en termes linguistiques. Est-ce que ça faisait une différence, le fait que ce soit un discours très, très violent sur la perception de danger? On avait aussi des cibles très, très variées, c'est-à-dire que 4 catégories de cibles, en fait. Nos 46 messages, vous voyez la répartition suivant la cible sur le tableau. La cible était parfois un politicien, parfois un citoyen ordinaire, parfois un groupe identifiable, par exemple les femmes, les Noirs, parfois un groupe non identifiable. Dans les messages, par exemple, je ne sais pas moi, je vais faire sauter l'université. On sait bien que ça va toucher beaucoup de gens, mais il n'y a pas de cible définie. Alors, la méthodologie était la suivante. Notre collègue de criminologie a conçu une plateforme spécialement pour le test. Ça se faisait avec un ordinateur et on a opté pour une procédure de comparaison par paire parce que c'est difficile si on présente un seul tweet à la fois. C'est difficile de dire, on aurait pu mettre une échelle, jugez-vous que c'est très dangereux, moyennement dangereux ou complètement anodin. Le danger avec ça, c'est que, rendu au 12e, là, tu as eu plus de points de comparaison. On n'est pas sûr si on fait la même évaluation au début et à la fin. Donc, on a opté plutôt pour une procédure de comparaison par paire. On avait fait un peu les deux, puis avec un pré-test, puis les gens nous ont dit, par paire, c'est plus facile parce que... Donc, chaque fois, deux tweets de nos 46 apparaissaient à l'écran. Et on demandait au sujet d'identifier celui qu'il jugeait le plus inquiétant. Inquiétant, dangereux, ça voulait dire est-ce que celui-là, je m'en occuperais? Est-ce que j'investiguerais davantage ou je ne fais rien du tout? Donc, l'idée, c'est que, par paire, on avait 46. Donc, au bout des 23 paires, on a passé les 46. Quand les 23 paires sont passées, les cartes sont à nouveau mêlées. 23 nouvelles paires sont générées complètement au hasard, aléatoirement, et on fait ça 3 fois. Ce qui veut dire que chaque sujet évalue chacun des 46 tweets 3 fois, et à chaque fois, il est apparié avec un tweet différent. Alors, c'est ce que je viens d'expliquer là. Une fois qu'on a eu les résultats de tout ça, on a attribué à chaque tweet un score pondéré variant entre 0 et 100. Et la manière dont on a calculé ce score, en fait, c'est le pourcentage global pour l'ensemble des sujets des victoires du tweet, si je puis dire, dans les 3 duels où il apparaît. Donc, chaque fois qu'une victoire, c'est quand un tweet, c'est le tweet de la paire qui est jugé le plus inquiétant. Donc, ça nous a donné, autrement dit, un score de dangerosité pour chacun des tweets
chacun de nos 46 tweets. Et c'est avec ce score-là qu'on a travaillé par la suite. Donc, maintenant que j'ai exposé la méthode, je laisse la parole à Geneviève qui va nous parler de ce que ça a donné. Oui, alors, premier grand résultat, vous voyez ici, en fait, les 5 tweets qui ont été jugés les plus dangereux selon nos 2 groupes de témoins, donc les veilleurs d'une part, puis les étudiants de l'autre. Puis déjà, on voit que ce sont exactement les mêmes tweets. Donc, les 5 jugés plus dangereux sont les mêmes pour les 2 groupes et sont présentés aussi dans le même ordre. Donc, on a vraiment le même résultat pour les tweets jugés les plus dangereux, tant chez les policiers, ou en tout cas chez les veilleurs, que chez les étudiants. On voit que la différence entre le score le plus faible, le plus fort, c'est la même chose aussi. La seule différence, en fait, réside dans le fait que chez les veilleurs, on cote un peu plus sévèrement, c'est-à-dire qu'on donne une cote un petit peu plus élevée au message, mais sinon, on a vraiment exactement le même portrait. Si on regarde maintenant les 5 tweets jugés les moins dangereux, on a presque un portrait identique, mais il y a quand même des petites nuances. En fait, on a 4 tweets qui sont jugés de façon quasi identique chez les veilleurs et chez les étudiants, donc les 4 du milieu. Les numéros 20, 36, 17 et 19. Mais chez les veilleurs, on a le tweet jugé le moins dangereux d'entre tous, c'est le numéro 18. Et celui qui est jugé le moins dangereux d'entre tous chez les étudiants, c'est le 44. Donc, mais encore une fois, on a à peu près les mêmes résultats chez les 2 groupes, ce qui nous laisse croire finalement qu'on évalue sensiblement de la même façon les messages, peu importe notre appartenance professionnelle. On voit ici, par contre, encore une fois, que les scores des policiers sont un peu plus ramassés, si on peut dire, plus concentrés, donc plus marqués vers le bas que chez les étudiants, où là, c'est un petit peu plus diffus. Mais à part ça, il y a vraiment très, très peu de différence. Les tweets entre les professionnels, donc les veilleurs, et ceux qu'on a appelés les profanes, donc les étudiants, les citoyens lambda. Profane en linguistique, ça a quand même un terme pas connoté comme dans le langage courant. Donc, les profanes sont les non-spécialistes. Évaluent les tweets de façon très, très semblable. Les messages perçus comme les moins et les plus inquiétants sont pratiquement les mêmes, à une petite différence près. Les scores se ressemblent beaucoup dans les 2 groupes, donc concentrés vers le 80, vers le 79 ou vers le 17, 20, donc il n'y a pas d'immense différence. Comme j'ai dit, les scores sont un peu plus polarisés chez les veilleurs, donc plus faibles pour les messages jugés les moins dangereux, plus élevés pour les messages perçus les plus dangereux. Mais outre cette différence, il y a finalement assez peu d'écart entre les 2 groupes. Ce qui fait en sorte que pour le reste de la présentation, je vais me concentrer en fait exclusivement sur les résultats obtenus chez les veilleurs, donc le premier groupe à partir duquel on a travaillé. Vous avez, j'ai distribué un exemplier des 10 tweets en fait jugés les plus et les moins dangereux. Toute l'analyse va être menée à partir de ces 10 tweets, c'est 20 tweets, 10 plus dangereux, 10 moins dangereux. Pour des raisons simplement de présentation de PowerPoint, je vous ai reproduit les 5 jugés plus et moins dangereux ici, mais vous en avez une liste un petit peu plus longue sous les yeux. Ce qui frappe ici, dans un premier temps, c'est que tant chez les tweets jugés les plus dangereux que chez les tweets jugés les moins dangereux, il n'y a pas d'unanimité de jugement. On n'a pas, par exemple, de score de 0 ou de score de 100. Ça peut probablement être expliqué par le test qui a été fait. Comme c'était un test de comparaison, puis que la comparaison entre les 2 tweets était... c'était pas toujours entre les mêmes tweets, forcément. Les veilleurs n'avaient pas le choix de se prononcer et de dire, peut-être que ces 2 messages-là me semblent absolument pas dangereux, mais il faut quand même que j'en note un plus dangereux que l'autre, ou à l'inverse, les 2 me semblent très graves, mais il faut quand même que je les hiérarchise. Ce qui peut expliquer qu'on n'a pas de score de 0 ou de 100. Donc, voilà pour le tableau général. Maintenant, qu'est-ce qu'on a testé? On a fait le test à partir de différentes variables pour essayer de circonscrire ce qui est jugé menaçant ou dangereux. Pourquoi ces messages-là sont jugés plus dangereux? Pourquoi ceux-ci sont jugés moins dangereux en termes linguistiques pragmatiques? Donc,
on a testé différentes variables que vous voyez ici. Donc, la nature de la cible qui est visée par le mal qui est annoncé. Je vais le tuer ou je vais te tuer, par exemple. Donc, on n'a pas une même cible. La présence d'un mal préjudiciable, donc est-ce qu'une annonce d'un mal quelconque est faite ou non? Est-ce que le locuteur est l'agent du mal qui est annoncé? Donc, Marty en a parlé tout à l'heure, c'est la différence entre je vais t'étrangler et j'espère que quelqu'un va t'étrangler. Donc, dans le premier cas, le locuteur est l'agent, c'est lui qui va produire l'action annoncée. S'il va jusqu'au bout, évidemment, ce qu'on ne souhaite pas. Est-ce qu'on a présence d'éléments implicites, des éléments qu'il faut décoder où tout est explicitement dit dans le tweet? Est-ce qu'on a de la présence d'indices de réalisation? Est-ce qu'on indique, par exemple, le moment où aura lieu le mal annoncé, le lieu, le moyen avec lequel il va être réalisé, donc avec un fusil, avec un couteau, etc. On a porté attention également aux temps et aux modes verbaux, aux qualifications péjoratives, donc la question des insultes, par exemple, et les intensificateurs, par exemple, les jurons, les adverbes d'intensité, etc. On a testé l'ensemble de ces variables sur notre corpus de 46 tweets. Il s'est avéré que certaines variables sont plus significatives ou plus révélatrices que d'autres. C'est celles que vous voyez ici. Donc, ce sont sur ces variables que je vais poursuivre pour le reste de l'analyse parce que les autres étaient finalement un peu moins révélatrices. Donc, commençons maintenant pour les résultats mêmes. Donc, dans un premier temps, on a vu que la menace s'inscrivait dans un ensemble d'actes à côté, par exemple, de l'incitation, etc., où il y avait un mal qui était annoncé. C'est donc pas très surprenant que ce mal annoncé se retrouve beaucoup dans nos tweets. Par contre, il est révélateur de remarquer que dans nos 10 tweets jugés les plus menaçants par les veilleurs, chacun de ces tweets présente un fameux mal annoncé, alors qu'il y a 2 tweets parmi les 10 moins menaçants qui ne présentent pas ce mal annoncé. Par mal annoncé, qu'est-ce qu'on a comme exemple? Bon, on aurait le premier cas ici, le numéro 2, je crois que je vais le tuer. Donc, on a clairement un mal annoncé, un meurtre. Mais il faut savoir que ce mal annoncé peut être fait par un agent contre lui-même. Ce serait le cas des messages qui annoncent un suicide. On en a 2 dans le corpus, puis d'ailleurs, les 2 sont jugés dans les 10 les plus menaçants, les plus dangereux. Donc, vous voyez l'exemple 3, je poste ça là et je vais aller me pendre. Donc, il y a un mal annoncé qui est fait contre la personne même qui annonce ce mal. Et voilà un exemple, enfin, d'un dernier tweet où il n'aurait pas présence de ce mal annoncé. Donc, ça fait partie des 10 tweets les moins menaçants. Non, c'est un gros fils de pute, il mérite sale juif, retourne en Israël, merde, il t'aime tellement ta merde. C'est pas un message gentil, ça, je pense que tout le monde peut être d'accord. C'est vraiment pas un message politiquement correct non plus, mais il n'y a pas un mal annoncé à proprement parler, dans la mesure où il n'y a aucune action préjudiciable qui est réellement annoncée. On fait reposer la responsabilité du départ de la personne, donc retourne là-bas, sur cette personne même. Donc, on ne dit pas « on va te déporter, on va te faire quitter le pays ». On dit « retourne-y si tu n'es pas content ». Donc, voilà pour le mal évoqué. Mais on voit que c'est quand même majeur. C'est quelque chose qu'on a dans la quasi-totalité de nos tweets. Il faut donc aller plus loin que ce fameux mal annoncé. Et c'est là qu'arrive la question de l'agentivité du locuteur, qui est probablement le trait le plus important dans nos résultats. En fait, on voit que parmi les 10 tweets jugés les plus menaçants, il y en a 8 qui présentent un locuteur qui est agent du mal annoncé. Ce serait le cas de le numéro 13 ici. Je vais me faire un dossier sur lui, je vais le tuer cet après-midi. Donc là, c'est clair, le jeu annonce très clairement que le locuteur se présente comme l'agent du meurtre qui aura lieu, le meurtre étant le mal annoncé. On peut avoir aussi un agent qui est un tu, donc tu le tueras demain, par exemple. Un agent qui est masqué, Marty parlait tout à l'heure du cas de quelqu'un doit tuer X ou X doit être tué, ou encore aucun agent, je voudrais que X meure. Et ces cas-là sont beaucoup plus répandus, surtout le dernier, beaucoup plus répandus dans les tweets jugés les moins menaçants. Donc, on aurait
l'exemple 31 ici, Justin Trudeau, toi le trade globaliste, 15 millions à jour et toujours pas un emploi créé pour un Canadien. J'espère que quelqu'un va te tirer. Ou là, il n'y a pas agentivité. C'est j'espère que quelqu'un, quelque part, va faire une action contre toi. Et donc, cette absence d'agentivité est vraiment beaucoup plus typique des tweets jugés les moins menaçants, alors qu'au contraire, dans ceux qui sont jugés les plus menaçants, l'agentivité du locuteur est presque toujours présente. Donc, on a une distinction ici très, très nette entre les deux ensembles de tweets par rapport à ce trait qu'est l'agentivité du locuteur. Donc, si on reprend, tout à l'heure, Marty vous a présenté un tableau avec différents actes apparentés, la malédiction, la menace, l'incitation, puis l'opinion haineuse. Si on reprend l'ensemble des tweets jugés les plus dangereux et les moins dangereux, on voit que, en fait, parmi les 10 plus dangereux, il y en a 9 qui correspondent presque exactement à la définition canonique au plan pragmatique de la menace, où on a l'agentivité du locuteur et un mal annoncé. Tandis que dans les tweets jugés les moins dangereux, on est plutôt autour de la malédiction ou encore de l'opinion haineuse. Donc là aussi, commence à émerger une conclusion, ou en tout cas une espèce de tendance dans nos données, où les messages jugés les plus problématiques s'apparentent à pas la malédiction, pardon, à la menace telle qu'on peut la circonscrire au plan juridique, mais également au plan pragmatique. Voilà donc pour ce rappel général avec les traits sémantiques, les traits pragmatiques. Maintenant, si on tombe dans les autres composantes qu'on a analysées, on s'est intéressé à ce que l'on a appelé les indices de réalisation. Donc, les indices de réalisation, je le rappelle, ce sont les indices de temps, de lieu, de moyens qui sont présents dans les messages, qui permettent de préciser l'action préjudiciable, comment elle va être réalisée, où elle va être réalisée, quand elle va être réalisée. Et là où la variable semble plus significative, c'est quand on parle des indices de moment ou de lieu, où 5 des tweets jugés les plus dangereux présentent de tels indices, alors qu'aucun tweet parmi les moins dangereux présente cet indice. Donc, c'est la différence entre un message où on dit « je vais te tuer », on ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, et un message comme celui-ci, le numéro 26, une chose à vous dire, mes chers amis du Québec, ça va brasser fort à Saint-Jean-Baptiste, tout va péter comme des feux d'artifice, mais il y aurait une seule couleur, rouge et blanc, où on a ici un indice de temps, la Saint-Jean-Baptiste, donc le 24 juin. On aurait aussi également un indice de moyen avec tout va péter comme des feux d'artifice, où on peut imaginer que c'est une explosion qui est présentée comme mal annoncée. Donc ici, qui est très discriminant, en fait, entre les deux ensembles de tweets, ceux qui sont jugés les plus et les moins dangereux. Maintenant, pour ce qui est des temps verbaux, il s'agit là très clairement d'indices qui sont très nets et précis de l'intensité du danger perçu, mais qui participent aussi à la présence, en fait, ou l'impression d'une présence plus réelle de l'acte qui est annoncé. C'est-à-dire qu'on peut avoir des verbes qui sont au futur, que ce soit le futur simple ou le présent à valeur de futur, par exemple. On a de l'impératif et on a les autres temps verbaux, par exemple le présent ou le conditionnel. Et on voit que les verbes au futur sont ceux qui sont les plus présents dans les tweets jugés les plus menaçants. Donc ici, au numéro 1, demain, j'arrache la tête de mon aigle de voisin. Donc, on a un présent, oui, mais un présent qui est à valeur de futur puisque accompagné par le demain. Alors qu'à côté de ça, on avait l'exemple que j'ai présenté tout à l'heure, le numéro 31, « J'espère que quelqu'un va te tirer ». Donc là, « j'espère que », là, on est dans les temps de verbe « autres » qui sont davantage caractéristiques des tweets jugés les moins menaçants.
Donc, la question du temps verbal ici est très, très importante parce qu'elle permet là aussi d'envisager le tweet, en tout cas pour les veilleurs, ce qui ressort des résultats, c'est que ça permet d'envisager le tweet comme étant plus probable, en fait, de mener à une action réelle quand le tweet est formulé au futur, alors que quand il est formulé à l'impératif ou à d'autres temps, principalement le présent et le conditionnel, on est davantage dans le souhait, la volonté, donc dans la malédiction, par exemple, ou l'opinion haineuse de façon générale, et moins dans la menace. Même chose ici. Donc, Clara, si tu fouilles mon Twitter, grosse pute de merde que tu fais, je t'ai bloqué de partout, me parle plus, crève, chienne de merde, où là, on est vraiment dans l'impératif, où ce tweet-là a été jugé parmi les moins dangereux, donc où il n'y a pas cet indice de réalisation concrète dans un futur proche ou non de l'action. Et enfin, un élément qui nous a beaucoup intéressés parce que, comme Christine l'a mentionné dans sa présentation et comme Marty l'a dit aussi, on a beaucoup travaillé sur la question de la violence verbale, des discours haineux, etc. On s'est intéressé à la question de la qualification péjorative d'autrui. Qualification péjorative, c'est donc, le nom le dit, aller qualifier quelqu'un de façon négative, avec des insultes, par exemple. Et on observe là aussi une tendance très, très nette. En fait, on aurait pu croire que la présence dans un message d'insultes, de termes vulgaires, etc., présence qui est vraiment très, très typique du discours de confrontation, du discours violent, que ça participe au degré de dangerosité perçu des messages, alors que c'est tout le contraire. En fait, on voit que dans les 10 tweets jugés les plus menaçants, il y en a 8 d'entre eux qui présentent aucune qualification péjorative et un qui présente une seule qualification péjorative, un autre qui en présente 2, alors que dans les messages jugés les moins dangereux, on a 3 tweets qui présentent une qualification péjorative et 6 tweets qui en présentent 2 ou plus. Donc, cette espèce de surenchère verbale qui va passer, par exemple, par des insultes, par des disqualifications d'autrui, est perçue généralement comme moins dangereuse, moins menaçante qu'un message comme celui-ci, « je crois que je vais le tuer », où là, il n'y a absolument aucune qualification péjorative, mais ça fait justement aussi partie des 10 messages jugés les plus dangereux. Alors que si on a le message ici qui est absolument au plan de la violence verbale, qui est absolument terrible, c'est pas des femmes, c'est des salopes d'intégristes, des prostituées islamiques. Moi, j'ai aucune pitié pour ces merdes qui crèvent les chiennes avant qu'ils nous tuent. Donc là, on voit vraiment une surenchère verbale. On a plusieurs qualifications péjoratives. Là, on tombe dans pourtant un message jugé moins dangereux. Donc, ici, c'est la présence des qualifications péjoratives et aussi leur intensification. Est-ce que c'est intensifié par des adverbes d'intensification? Est-ce qu'on a une accumulation? Est-ce qu'on a des jurons, etc.? Puis, il semblerait donc que pour les veilleurs, cette surenchère verbale pourrait s'apparenter davantage à une espèce de catharsis de la part du scripteur, de la personne qui écrit le tweet, mais risque d'être moins pris au sérieux comme étant un mal annoncé qui risque de se réaliser, où il faut agir, qu'un message où, justement, il n'y a aucune surenchère verbale de ce type. Donc, c'est très intéressant ici parce que ça montre, en fait, une dissociation entre la violence verbale et la violence non verbale. Et pour autant que les messages de ce type-ci peuvent sembler choquants, reste que faut se rappeler le mandat des veilleurs. Le mandat, eux, c'est de prévenir la violence verbale, prévenir un mal annoncé, aller prévenir un meurtre, une tuerie, un suicide, une attaque, etc. Donc, ils cherchent des indices, les veilleurs, vraiment de l'intention ou du moins du désir de causer la mort, infliger des lésions corporelles, détruire ce qui appartient à quelqu'un, etc. Donc, les tweets qui présentent une accumulation de qualifications péjoratives sont choquants, oui, mais ne sont pas considérés comme étant potentiellement dangereux ou réalisables pour les veilleurs. Donc, évidemment, c'est un travail qui mériterait d'être approfondi pour voir le lien entre les éléments linguistiques qui permettent d'identifier ce qui relève davantage de la violence verbale et non verbale, mais déjà ici, des tendances sont nettes.
Je te laisse conclure ou je vais? OK. Donc, pour conclure, quand on n'a que les mots pour évaluer la probabilité d'un événement funeste, parce que c'est exactement ce qui se passe dans le cadre des veilleurs. Ils ont devant eux un ensemble de messages, puis c'est à partir de ces mots, du matériel, du matériau linguistique que les messages contiennent, qu'ils décident d'agir ou non. Donc, que font-ils? Eh bien, visiblement, ce qu'ils veulent, c'est identifier ce qui relève d'une violence non verbale. Les veilleurs vont alors recourir à une discrimination d'actes, de différents actes de langage, en fait, qui relèvent tous ou presque du fameux mal annoncé. Donc, la menace, qui nous a intéressés tout particulièrement, mais aussi l'incitation, la malédiction et l'opinion haineuse. Ce qui va venir accroître la perception du danger, c'est quoi? Bon, d'abord, quand les tweets s'apparentent le plus possible de la menace au sens pragmatique, quand il y a agentivité du locuteur et mal annoncé. Quand on a des précisions aussi en ce qui a trait au moment de l'action préjudiciable, donc surtout moment et lieu, quand on a des temps verbaux futurs, donc qui viennent donner une impression de plus grande réalité ou de plus grande possibilité de réalisation au message. Alors qu'au contraire, ce qui vient diminuer la perception du danger, on a les tweets qui servent plutôt à accomplir un acte de malédiction ou simplement d'assertion d'une opinion haineuse, qui sont par ailleurs condamnables. L'opinion haineuse est condamnable, mais ce n'est pas le rôle des veilleurs d'aller travailler sur ce plan. Donc, c'est normal que ce n'est pas ce qui va attirer leur œil en premier. Et enfin, quand on n'a pas d'indice de réalisation de l'action préjudiciable, par exemple des impératifs, des subjonctifs, des conditionnels, quand on a beaucoup de violence verbale, qualification péjorative, où là, justement, c'est la dimension haineuse qui prend le dessus sur la dimension menaçante du message. Donc, pour conclure très, très brièvement, on le voit, les veilleurs, les spécialistes de la surveillance des réseaux sociaux, vraiment, ils se concentrent sur autre chose que simplement une liste de mots de type « bombe, tuer, exploser », etc. Il y a des éléments linguistiques qui leur permettent d'aller distinguer ce qu'ils jugent être plus dangereux, moins dangereux, ce qui nécessite, selon eux, une enquête un peu plus approfondie ou non. Et visiblement, la linguistique permet, en tout cas, de donner en partie certains indices ou certains outils de ces éléments-là qui sont travaillés par le veilleur, bien qu'ils ne connaissent pas nécessairement les termes, agentivité, etc. Mais on voit qu'il y a quand même un lien pertinent à faire entre nos outils de linguistes et les outils des veilleurs, puis c'est ce croisement-là auquel on travaille depuis donc quelques temps dans le cadre de ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Donc, j'ouvre la période des questions et j'arrive avec mon micro. Donc, identifiez-vous toujours et parlez assez fort parce que le micro n'est pas pour nous, mais il est vraiment là pour bien transmettre le son. Bonjour, mon nom est Caroline. J'ai quelques questions. Je vais commencer par la première. Justement, à la fin, on parlait des éléments linguistiques qui pouvaient permettre de donner des indices. On a vu justement les temps verbaux puis des trucs comme ça, mais je me demandais juste les erreurs d'orthographe. Est-ce que ça permet d'enlever comme de la crédibilité à quelque chose ou justement d'en donner? Parce que je regardais la liste. Puis, il n'y en a vraiment pas beaucoup là-dedans qui n'ont comme pas d'erreur d'orthographe. En tout cas, je me demandais si des fois, on faisait des liens avec ça, si ça pouvait être un élément linguistique aussi considéré. Donc, ça, c'est ma première question. Je peux y répondre. En fait, justement parce que les erreurs d'orthographe sont si répandues, elles n'ont aucune valeur discriminante. Donc, non. Si c'était que dans les tweets jugés les moins dangereux, peut-être qu'on aurait pu en faire l'hypothèse, mais visiblement, c'est des deux côtés dans les 46 tweets qu'on a analysés. Oui, c'est bon. Oui, j'avais pas pris en compte que c'est fréquent sur les internets de voir beaucoup d'erreurs d'orthographe, puisque moi, j'en fais pas. Bref. Alors, ma deuxième question, c'était, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, parce qu'au début, vous avez parlé de la Sûreté du Québec, mais je me demandais si vous saviez, vous n'avez peut-être pas accès à ce genre d'informations-là, mais combien de ces tweets-là ou de ces annonces de mal annoncées, en fait,
qui sont réellement arrivés? Est-ce que vous avez accès à ça? C'est juste comme curieux. Une question qu'on nous pose toujours et qu'on se pose nous-mêmes aussi, beaucoup, bien sûr. Mais on n'a pas de moyen d'obtenir ces données-là. En fait, c'est sûr qu'il y a toujours la question qui se pose entre... parce que ce qu'on a regardé, c'est comment fonctionnent les veilleurs dans leur jugement, comment ils font pour poser leur jugement, sur quoi ils se basent. Mais on n'a pas... Ce qu'on a regardé, c'est pas du tout... est-ce que les messages identifiés comme dangereux par les veilleurs sont effectivement dangereux? C'est qu'on n'avait aucun moyen de tester, ce n'était pas notre objectif, l'adéquation entre une évaluation, disons, positive de danger et un danger réel. Évidemment, l'adéquation totale, ça serait quand on a eu une annonce de danger et l'événement s'est produit, malheureusement. Si on voulait faire ça, il faudrait partir d'événements qui se sont produits plutôt que partir des messages, selon moi. Mais même là, il faut des autorisations particulières dont nous ne disposons pas pour avoir accès à de telles données. Et qui ne sont pas simples à obtenir. Et qui ne sont pas simples à obtenir, je crois, même de l'intérieur de l'institution. Mon nom, c'est Samuel. Merci à toutes les deux pour la présentation. J'avais une question qui concernant les veilleurs. Je ne sais pas si vous avez abordé cette question-là dans votre enquête. Je ne sais pas que la réponse soit non. C'est pas moi qui sais, c'est pas mon enquête à moi. Mais bref, je serais curieux de toute façon de savoir plus sur les veilleurs, à savoir, vous avez dit que vous avez séparé le test de perception entre les citoyens ordinaires d'une part et les veilleurs de l'autre. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que les veilleurs qui étaient, j'imagine, des citoyens ordinaires à un moment donné, eux aussi, à devenir des veilleurs, quelle sorte de formation est-ce qu'ils ont, etc. Qu'est-ce qui les a poussés à devenir des veilleurs et, qu'est-ce qui différencie, bref, un veilleur d'un citoyen ordinaire? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient pour avoir ce poste-là, pour s'y intéresser, pour être formé à faire ce travail-là, etc.? Ils ne reçoivent pas, pour ce qu'on en sait, de formation particulière. Ce qu'on a comme information, ce qu'ils devaient remplir, ce qu'ils devaient nous dire avant de commencer le test, c'est le nombre d'années d'expérience qu'ils avaient dans ce travail-là. Évidemment, personne n'a 30 ans d'expérience en veille médiatique, là. Mais il y avait quand même, la plupart avaient un petit peu ou plus d'expérience. C'est un peu le hasard qui les amène à faire ça. Il n'y a pas d'école de veille médiatique et souvent, c'était des gens qui ont déjà occupé d'autres postes dans l'institution, puis à un moment donné, ils se retrouvent là, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, ils n'ont pas reçu de formation comme telle, et ça veut dire que c'est des individus très différents. Et la raison pour laquelle on voulait avoir un groupe contrôle, si je puis dire, un groupe de citoyens ordinaires, disons des gens qui ne font pas ça professionnellement, c'était qu'on se disait... Bon, OK, ils sont pas allés dans une école de veille médiatique, mais il faut quand même ce travail toute la journée ou une partie de la journée. Est-ce qu'avec le temps, ils développent une façon de faire particulière que nous, on n'aurait pas, parce que nous, on va sur Twitter, on suit Facebook ou Twitter, puis on regarde ça avec un œil sans objectif particulier, disons. Donc, on se disait, OK, quand on fait ça tout le temps, on doit développer peut-être une façon de faire... Oui, un savoir-faire. Puis peut-être aussi un savoir-faire qui serait, qui serait appuyé justement par la connaissance qu'on a eue des événements qui se sont produits, parce qu'on travaille dans une certaine institution et on a accès en partie, en tout cas, à cette information-là. On sait ce qui est arrivé. Si une chose est arrivée, on sait si elle a été annoncée, peut-être, en tout cas. D'où notre surprise des résultats. Moi, je n'en revenais pas. En fait, ils ne font pas une évaluation différente des gens ordinaires. Cela dit, il y a une chose que je n'ai pas dite dans la métho et que j'aurais peut-être dû dire, justement pour que le groupe d'étudiants soit quand même, produise quand même des choses comparables au groupe des veilleurs.
on leur avait dit de se mettre dans la peau d'un employé d'une institution policière. Mais ce que ça dit, c'est que, bon, vous et moi, on s'imagine qu'on travaille pour la police, bien, on va faire exactement la même évaluation que la vraie police. Et ça m'a quand même un peu étonnée. Donc, on avait aussi une question d'un auditeur à distance, donc Fawaz Aya, qui dit premièrement bonjour à tous, je vous remercie pour votre présentation. Donc, il y a 2 questions, en fait, qui sont plus 3, mais séparées en 2 volets. Donc, la première, qu'est-ce qui justifie le choix des tweets au lieu, par exemple, des messages Facebook? Est-ce parce que Twitter est considéré comme un média plus militant? Un médium? Plus militant. Ah. C'était pas la base sur laquelle on a choisi Twitter. Il y a des questions d'accès. Twitter, c'est plus facilement accessible. Facebook, il y a des paramètres de confidentialité. Évidemment, il y a des comptes ouverts, mais on n'a pas accès à tout. Twitter, il y avait aussi une espèce d'uniformité dans la longueur des messages parce que c'était encore du maximum de 140 caractères. Donc, il y en avait des plus courts et des plus longs, évidemment, mais on ne passait pas de 140 à 200 parce que sur Facebook, on peut écrire très, très longuement. Donc, il y avait aussi l'uniformité. D'accord, merci. Puis ensuite, il demande, il dit l'éducation aux médias est-elle intégrée dans le système éducatif au Canada pour permettre aux citoyens de faire un meilleur usage des médias en général et des médias sociaux en particulier? Non. Non. Ça serait une bonne idée. Il faudrait peut-être, justement, quand on voit des messages comme celui-ci, on commence à en parler. Parfois, à la suite d'événements funestes, d'événements tragiques dans les médias parlent de la question de la cyberintimidation, par exemple. Il y a une sensibilisation qui peut être faite dans une certaine mesure, mais ce n'est pas dans un cadre scolaire, par exemple, où ce serait accessible à tous. Alors, merci. Bon, on a une autre question. Un instant, je me promène. Bonjour, c'est Yannicka. Je me demandais, voyons que les veilleurs, il y avait beaucoup moins de femmes dans le corpus. S'il y a aussi des résultats avec la perception des femmes du danger d'un énoncé par rapport aux hommes, ils évaluent pareil ou différent? Vous avez regardé ça? On a ces résultats-là. On n'avait pas le temps de les présenter, là. Il n'y a pas de différence majeure. Il n'y a pas rien de statistiquement significatif. Ça aussi, ça nous a un petit peu étonnés. Donc, bonjour, je m'appelle Joël. Déjà, encore une fois, merci beaucoup pour la présentation, très intéressant. Vous avez un peu répondu quand même partiellement dans la question de Samuel au niveau des backgrounds des veilleurs, un peu de la formation qu'ils avaient peut-être antécédant à ça. Là. Mais je me demandais si vous aviez récupéré au niveau des étudiants leur domaine d'études, justement. Est-ce que ça a été récupéré au sein de... Est-ce qu'il y a des comparaisons, des choses qui ont été faites à ce niveau-là? Ça a été récupéré, oui. C'est ça, il y avait plusieurs domaines d'études. On avait exclu linguistique, évidemment, parce que, pour des raisons évidentes. Après, une comptabilisation par discipline, on l'a fait, mais... on a 51 sujets et 11 disciplines. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire le moindre... appuyer quoi que ce soit là-dessus sur le plan statistique. Là. Il n'y a pas assez de sujets dans chaque discipline. Mais on tenait à ce qu'il y ait justement... parce qu'on disait, peut-être l'influence d'une discipline, ça pourrait faire quelque chose. Donc, on tenait à avoir la plus grande variété possible pour cette raison-là. Et on a autant des gens en sciences humaines qu'en sciences exactes. C'était on a procédé un peu par boule de neige, là. Puis on est dans une petite université où toutes les disciplines sont à peu près dans un même édifice, donc c'était assez facile de recruter des gens qui avaient des backgrounds pas mal différents. C'est sûr, ce qu'on a, qui est peut-être relativement moins comparable par rapport au groupe des veilleurs, c'est qu'évidemment, on a une surreprésentation des jeunes adultes, évidemment, dans le groupe d'étudiants par rapport au groupe des veilleurs.
Mais sinon, pour la discipline, c'est très, très varié, puis on n'en avait pas assez de chaque discipline pour voir une influence quelconque là, de ça sur les réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, mon nom est Émilie. Je voudrais savoir si les résultats de cette étude-là ont amené à modifier le logiciel des veilleurs. Non, pas du tout. La réponse était claire. On ne serait pas contre du tout. On ne serait pas contre, oui. Mais... Il y a une chose à laquelle on ne pense pas toujours, mais c'est que ces logiciels-là qui sont utilisés par les institutions, c'est des produits qu'ils achètent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui mettent au point un logiciel et qui font du démarchage auprès des institutions en leur vantant leurs produits comme « tous vos problèmes sont réglés, tatatam, voici notre logiciel d'enfer ». Et bon, c'est celui qui va être le meilleur vendeur qui va vendre son produit. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas des bons logiciels, mais je veux dire que il y a des intérêts commerciaux là-dedans que nous, comme chercheurs, on n'est pas souvent habitués de voir, ou on n'est pas habitué de tenir compte de ce genre de facteurs-là. Donc, améliorer les logiciels disponibles, ça ne voudrait pas dire convaincre les institutions policières de le faire, parce que ce n'est pas eux qui font ça. Ça voudrait dire aller trouver des boîtes qui construisent de tels logiciels, puis dire, on va travailler pour vous. Bon, mais on n'a pas fait ça. Bon, on ne sait pas non plus si on a envie de faire ça, mais en tout cas, on n'a pas fait ça. Éventuellement, là, il pourrait y avoir changement. Ce serait moins par rapport au logiciel. Quand je disais on ne serait pas contre, c'est pas tant le lien, le travail commercial, mais peut-être la formation avec les veilleurs dans les institutions policières, donc avec les analystes plutôt qu'avec les concepteurs du logiciel. On n'en est pas rendu là. C'est une recherche qui en est à ses débuts. Mais effectivement, ça serait une avenue qui nous intéresserait davantage que travailler dans une perspective commerciale pour faire un produit plus vendeur, disons. Puis montrer qu'il y a autre chose que ces fameux algorithmes ou listes de mots-clés.